Bonsoir, l'actualité au Sénégal et dans le monde, voici le sommaire. Le président Macky Sall a visité à Saint-Pétersbourg le musée de l'Ermitage, le plus beau après celui du Louvre, reportage dans ce journal. Lancement de la semaine nationale de l'alphabétisation. Cette année, la réflexion va porter sur les thèmes de la décentralisation, de l'agriculture et de l'emploi des jeunes. Que sont devenus les taxistes et pourquoi on ne les voit plus dans la circulation? C'est l'objet de notre dossier ce soir. Enfin, après Paris, le chef de la diplomatie américaine est au Proche-Orient pour faire partager à ses homologues le bien fondé des frappes sur la Syrie. Avant de développer tous ces titres, sachez que nous recevons tout à l'heure sur ce plateau le ministre Khadim Diop. Le deuxième musée le plus beau après celui du Louvre se trouve à Saint-Pétersbourg en Russie. Il s'agit du musée de l'Ermitage avec 60 000 œuvres de peinture très célèbres. Le président Macky Sall l'a visité, le compte-rendu de Khady Kane. Le musée de l'Ermitage, situé au cœur de Saint-Pétersbourg, a reçu la visite du président Macky Sall qui a séjourné en Russie. Le chef de l'État a fait un détour sur le chemin du retour pour visiter ce chef-d'œuvre. Il n'est pas dans le parking. Le musée de l'Ermitage est le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés. Plus de 60 000 pièces y sont exposées dans près de 1000 salles. À côté de nombreuses pièces de l'Antiquité, le musée présente une collection d'œuvres d'art de la période classique qui compte parmi les plus belles du monde avec celle du Louvre. Parmi les œuvres exposées figurent des peintures de maîtres hollandais et français. On y trouve aussi 2 peintures à l'huile de Léonard de Vinci ainsi que 31 peintures de Pablo Picasso. Le musée emploie 2500 personnes. Le bâtiment abritant le musée de l'Ermitage constitue un des plus principaux ensembles du centre de Saint-Pétersbourg qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. À la fin de la visite, le président Macky Sall a inscrit des mots sur le livre d'or pour dire toute son admiration pour ce chef-d'œuvre. Lancement de la semaine nationale de l'alphabétisation. Thème choisi cette année, alphabétisation et 21e siècle. Durant cette semaine, des panels seront organisés à Dakar et dans la région avec des thèmes qui touchent à l'agriculture, à l'emploi des jeunes et à l'acte 3 de la décentralisation. La cérémonie de lancement officielle de la semaine a été présidée par Mansour Sy, ministre de la fonction publique, du travail et des organisations syndicales qui assure l'intérim de Serigne Mbaye Thiam. Compte rendu Saliou Seck. La semaine nationale de l'alphabétisation est un moment fort de sensibilisation sur l'importance de la lutte contre l'analphabétisme. Lors du lancement des activités, l'accent a été mis sur la nécessité de renforcer les actions. Le monde est marqué par de nombreuses et diverses réalités. D'une part, à une industrialisation galopante, des progrès réels dans le domaine de la médecine, du transport, de la communication, grâce aux technologies de l'information et de la communication. Mais d'autre part, notre environnement qui est de plus en plus secoué par les calamités naturelles pour juguler tous ces fléaux et se mouvoir dans un monde en pleine mutation, il est indispensable que les citoyens et citoyennes du monde soient alphabétisés. L'alphabétisation, un levier sûr pour le développement d'un pays. Conscient de ce fait, le gouvernement a entrepris des réformes visant à éradiquer l'analphabétisme. La centration sur les collectivités locales qui vont désormais être appuyées techniquement et financièrement par l'État et ses structures déconcentrées dans une mise en œuvre effective des projets de l'éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes. L'élaboration d'un programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes articulé au TIC qu'on avait lancé au Grand Théâtre, qui vise d'ici à l'horizon 2025 à alphabétiser quelques 4 200 000 citoyens. Pour la 38e édition de la Semaine nationale de l'alphabétisation,
le professeur Cheikh Anta Diop a été choisi comme parrain, une manière pour les autorités de revisiter son œuvre en matière de promotion des langues nationales. Le professeur Cheikh Anta Diop n'a jamais cessé de lutter pour une véritable valorisation des langues nationales. Que ce soit dans les amphithéâtres, les conférences internationales, nationales, les meetings, les interviews, partout, il disait constamment, et je cite, « La langue est un élément incontournable de tout développement ». Fin de citation. Placé cette semaine sous l'emblème Cheikh Anta Diop, pour qui connaît le véritable enjeu du combat de Cheikh Anta, signifie que dorénavant, on voit la nécessité absolue pour le Sénégal de développer les langues nationales et mieux d'en faire le moteur de développement. Durant cette semaine, des panels seront organisés à Dakar et dans les régions, avec des thèmes qui touchent à l'agriculture, à l'emploi des jeunes et à l'acte 3 de la décentralisation. La cérémonie de clôture est prévue le 14 septembre prochain au CICES, en présence du chef de l'État. Au Sénégal, le sous-secteur de l'alphabétisation rencontre d'énormes difficultés. Elles ont pour nom insuffisance de financement et non-implication du secteur privé. 5 décennies de lutte contre l'analphabétisme et seulement 3 millions de personnes ont été alphabétisées. Le taux d'illettrés reste toujours élevé. D'ici 2025, les autorités comptent accélérer le processus en alphabétisant 4 millions de jeunes et d'adultes. Elles misent sur l'éthique et l'implication des collectivités locales. Fatou Diouf. Depuis l'indépendance, le Sénégal lutte contre l'analphabétisme. Grâce aux stratégies et programmes mis en place, plus de 3 millions de jeunes et d'adultes ont été alphabétisés. Un chiffre encourageant selon les acteurs. D'une alphabétisation juste pour amener les gens à pouvoir écrire et lire, on est rapidement passé à une alphabétisation fonctionnelle, où les gens apprenaient la langue, cette fois-ci, pas pour la maîtriser seulement, mais pour l'investir dans leurs différentes activités sociales, économiques, culturelles et autres. Dans notre politique, nous avons fixé comme objectif de réduction 5% par an. Donc à un moment donné, on a pu quand même avoir un certain élan. C'est un pas de franchi, mais beaucoup de chemins restent à parcourir. Apprendre à lire et à écrire un droit fondamental, et pourtant 57% de la population sont illettrés et 67% demeurent des femmes, ce qui constitue un frein au développement socio-économique du pays. L'accompagnement n'a pas suivi. Aujourd'hui, quelqu'un qui apprend dans ces langues, qui va dans un dispensaire, il trouve que tout est écrit en français. Et il a raison de pouvoir se poser la question de savoir, mais ce que j'ai appris, à quoi ça sert? Alors, si on pouvait déjà, puisque dans chaque zone, il y a des langues qui dominent, si on pouvait, dans ces langues-là, pour tous les édifices publics, écrire en français, mais écrire dans ces langues, ça pourrait déjà orienter les gens. Manque de financement, absence de volonté politique, tels sont les mots qui gangrènent ce sous-secteur. Seulement 1% du budget de l'éducation nationale est consacré à l'alphabétisation. Cela paraît insuffisant, mais les avis sont partagés. A-t-on pris en compte les autres financements de l'alphabétisation dans les autres secteurs? Je crois que cet aspect me semble être important et ça permettra d'abord une mise en synergie et pour voir qu'il y a de l'argent un peu partout, mais coordonné par des personnes différentes avec des centres de responsabilité différents. Autre obstacle qui freine l'évolution de l'alphabétisation, l'instabilité institutionnelle. On est cabinet d'un ministre. On sort du ministère de l'Éducation, on va à la culture, on revient, etc. Vous voyez donc que ça posait problème. Nous avons une direction de l'alphabétisation et des langues nationales. Okay? Mais malgré tout, l'agriculture fait son alphabétisation. La pêche fait son alphabétisation avec ses projets. Et tous ces éléments-là ne sont pas coordonnés par la direction de l'alphabétisation des langues nationales. Donc il n'y a pas une synergie. Mais il n'y a pas une synergie d'action de mon point de vue. Les nouvelles autorités comptent changer la donne d'ici 2025. Désormais, il faut une synergie d'action. Et l'édition 2013 en est le point de départ. L'alphabétisation peut régler beaucoup de choses, mais en synergie avec d'autres partenaires techniques, surtout les ministères techniques. C'est pourquoi, durant cette semaine nationale de l'alphabétisation, nous avons innové en développant cette synergie. Nous avons comme thème l'alphabétisation et le développement
agricole. De l'ardoise, l'alphabétisation passe au tableau numérique, un projet novateur qui va toucher environ 13 800 jeunes et femmes des 14 régions du pays. Nous voulons faire apprendre l'alphabétisation pour développer des compétences. Ce n'est pas le fait d'apprendre à lire, à écrire, ça on l'a déjà dépassé. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est développer les compétences avec les activités génératrices de revenus. Pour réussir ce pari, l'alphabétisation a besoin de ressources financières, de l'implication des collectivités locales, de la société civile et des bailleurs de fonds. Mais il faut tout d'abord une bonne politique de financement de l'État du Sénégal. Lire et écrire, une banalité pour de nombreuses personnes, mais pour des millions d'autres qui ont quitté l'école très tôt et qui n'y sont mais jamais allés, la donne est tout autre. Pour elles, les campagnes d'alphabétisation peuvent être ainsi une formidable occasion de sortir de l'illettrisme. Une seconde chance qu'a saisie Natou Kouyaté. Son histoire de courage et de persévérance nous est racontée par Aramdao. La mise, les airs, tout reflète l'intellectuel. D'apparence, Natou Kouyaté peut passer pour n'importe quelle femme bien instruite. La réalité, c'est qu'elle n'a que trop peu fréquenté l'école française. Rien qui puisse alors lui faire noircir une page. D'où viennent donc ses aptitudes? C'est grâce à l'alphabétisation. Lorsqu'on ne sait ni lire ni écrire, c'est la seule solution pour apprendre. L'alphabétisation nous facilite l'instruction. On arrive à beaucoup de choses grâce à elle. Natou est une commerçante. C'est elle qui préside au destiné de ce groupement de femmes à Malika. Contrairement à ses responsables qui n'ont aucun pouvoir rédactionnel, elle se charge de tout, bien alphabétisée qu'elle est. Nous, responsables femmes, on ne peut pas tout le temps demander aux autres d'écrire pour nous. Les histoires de tontine, c'est très sensible. Il est préférable que ce soit la responsable elle-même qui note tout. À l'aise, aussi bien devant un livre, un cahier qu'un téléphone portable. C'est pratiquement le même alphabet. On ne lui lit ni ne lui rédige un message. J'envoie un message à Ami pour lui dire que j'arrive. C'est le fruit de l'alphabétisation. Elle a été instruite en 1997. Depuis, elle révise, renforce ses capacités et pratique. Natou avait raté le train de l'instruction classique, mais elle a pu embarquer dans un autre, celui de l'alphabétisation. 4 ouvrages pour enseigner le Wolof aux Espagnols. L'auteur Mactar Fall est un Thiessois qui réside en Espagne depuis 2008. Cet alphabétisé en Wolof aide ainsi ses compatriotes dans leur intégration dans ce pays d'accueil où le Wolof s'apprend bien. De passage au Sénégal, il compte publier ses ouvrages sur place. Oumou Kalsoum Sall. En quittant sa ville natale Thiès en 2008 pour Barcelone, Mactar Fall Thiam n'était pas à la poursuite d'un rêve incertain. Il laissait derrière lui une carrière professionnelle d'instituteur pour poursuivre des études en sciences de l'éducation. Mais les études n'ont pas empêché cet alphabétisé de donner des cours de Wolof dans ce pays d'accueil. Et au cours de ses enseignements, l'idée lui est venue de créer des supports pour faciliter l'apprentissage. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de manuel, il n'y avait aucun matériel didactique qui pouvait permettre aux populations espagnoles de s'approcher du Wolof. Donc toutes les productions qu'il y avait en Wolof, c'était avec le français. Des supports qui ne vont pas enrichir que les Espagnols, mais aussi ses compatriotes sénégalais qui débarquent dans ce pays sans aucune notion des langues locales. Beaucoup d'immigrés ne savaient ni lire ni écrire.
Et si un parent d'élève ne sait ni lire ni écrire, il ne peut pas aider son fils, il ne peut pas suivre les études de son fils. Et ce qui fait que beaucoup d'immigrés, beaucoup d'enfants d'immigrés ont échoué au niveau des écoles. Maktar Fall Thiam a 4 ouvrages à son actif, un guide de conversation espagnol-wolof, un dictionnaire wolof-espagnol, un livre sur la grammaire wolof en espagnol et un autre livre en wolof et en catalan. Des productions qui vulgarisent bien la langue wolof, mais aussi facilitent l'intégration des Sénégalais. C'est la première fois dans l'histoire de Catalogne qu'il y a un livre écrit dans une langue négro-africaine en relation pour faciliter l'apprentissage du catalan. C'est la première fois. L'homme à la quarantaine est conscient de l'importance de l'alphabétisation dans les langues nationales pour ne pas être prisonnier de la langue de Molière. Un Sénégalais qui vit à Touba ou bien à Kaffrine est alphabétisé en Wolof. S'il a le livre de Wolof espagnol, il peut apprendre l'espagnol sans parler français. Son plus grand projet est d'arriver à produire de nouveaux supports incluant d'autres langues nationales. Un projet ambitieux qui demande des moyens. Il fait ainsi un clin d'œil aux autorités nationales. Coopération, Dakar abrite à partir de demain un important forum économique Québec-Sénégal, une délégation de plus d'une centaine d'hommes d'affaires conduite par Jean-François Lisée, ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce est déjà arrivé. Au micro d'Alassane Diédhiou, le ministre québécois des Relations internationales, de la francophonie et du commerce explique le sens de l'événement. C'est la première étape d'un réengagement du Québec en Afrique, en particulier en Afrique francophone. Et il est normal que le Sénégal soit notre porte d'entrée en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. La délégation est importante parce qu'il y a une soif d'Afrique au Québec, à la fois chez les entreprises, chez les institutions d'enseignement, chez les ONG. Et donc, c'est une mission multisectorielle parce que notre engagement en Afrique, il est très pluriel. Nous voulons être avec vous, participer à cette relance extraordinaire qu'on voit maintenant. C'est l'heure de l'Afrique, c'est l'heure du Sénégal et nous sommes à l'écoute des besoins des Sénégalais, du gouvernement, des entreprises, des groupes communautaires pour être de réels partenaires. Et moi, ma volonté, elle est très ferme, mais lorsque j'ai lancé cet appel aux institutions, aux entreprises québécoises, je ne savais pas au départ quelle serait l'ampleur de la réponse. Et la réponse, elle est grande, la réponse, elle est là. C'est la plus grande délégation québécoise à ce jour en Afrique qui me suit aujourd'hui. Et nous avons déjà plusieurs ententes qui seront annoncées. Et nous ouvrons, vous l'avez dit, le premier bureau d'expansion Québec en Afrique. Ça se fera mardi. En communiqué, le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité porte à la connaissance des citoyens sénégalais, jeunes filles et garçons, qu'il sera procédé à compter du 7 septembre 2013 et ce, jusqu'au mercredi 25 septembre inclus, au recrutement de 10 000 assistants de sécurité. Les candidatures sont reçues au niveau des préfectures et sous-préfectures du Sénégal. Faisons à présent le point sur les inondations. Dans la région de Kaolack, les eaux de pluie ont encore causé d'énormes dégâts, mais par rapport aux années précédentes, la situation est sous contrôle. C'est ce qui ressort de la tournée que les autorités de la région ont effectuée dans les zones inondables de la région. Le point avec Claire Diop. Tchofak, Parcelles Assainies, Sara Diamaguène, Sara Nimzat, Kharoun, les points critiques des inondations ici dans la région de Kaolack. Depuis des années, à chaque saison des pluies, les populations de ces zones cohabitent avec les eaux. Beaucoup sont les familles contraintes de quitter leur maison. L'absence de canaux d'évacuation n'est pas pour faciliter la situation. Pour cette année, autorités et acteurs se sont mobilisés pour prendre à bras le corps le phénomène. Une stratégie de gestion en amont et en aval est mise en place. Un état des lieux est fait de façon régulière. Cela pour mieux cerner davantage la question. Nous avons une situation où les eaux sont là. Quand il pleut, on pompe au bout d'une journée, donc toutes les eaux sont parties. On est obligé même d'éteindre les motopompes, même à Kharoun, qui est le point le plus bas. Sur les 11 sites de pompage, 29 motopompes de débit différents y sont installées. Les sapeurs-pompiers travaillent nuit et jour pour évacuer l'eau dans les plus brefs délais. Les sapeurs ont des engins, les services techniques en ont
À chaque fois qu'on a besoin de matériel, nous le prenons. On ne maîtrise pas les quantités qui vont tomber. Mais le principe, c'est la réactivité. C'est d'avoir un dispositif. Et là, les sapeurs nous ont confirmé qu'au-delà du matériel mis en place, il y a une réserve qui est mise en place. Du côté des victimes, l'accompagnement des sapeurs-pompiers au quotidien depuis le début de l'hivernage est salué. Comparé aux années précédentes, des performances sont notées quant à la gestion des inondations. Quand on avait quitté les lieux pour aller se retrouver dans les écoles, ici, si vous regardez les lieux, vous aurez qu'il y avait beaucoup d'eau. Si les sapeurs-pompiers n'étaient pas là, on n'aurait pas pu revenir. À chaque fois où il y a la pluie, le lendemain matin ou bien le même jour, ils vont évacuer immédiatement l'eau. Ce qui fait que cette année-ci même, ici à Djamougen-Nimzat, on n'a pas connu des déménagements pour aller dans les écoles ou bien quoi que ce soit. Même actuellement, au niveau des maisons où il y a de l'eau, ils sont en train de le curer, de l'enlever complètement. Pour le moment, à Kaolack comme à Gossas, la situation est sous contrôle. Le niveau de l'eau est maîtrisé, même si la menace est toujours présente sur le terrain. Les sapeurs-pompiers restent plus que jamais mobilisés pour parer à toute éventualité. Secours aux populations victimes d'inondations à Kaffrine, la délégation générale à la protection et à la solidarité nationale veut aider les sinistrés à reconstruire leurs maisons. Du matériel composé de 1000 tôles et de 100 tonnes de ciment sont destinés à cette opération visant à aider les populations à regagner leurs maisons. Abibou Mbaye. La solidarité nationale n'est pas un lourd fardeau à porter si chacun y met du sien. Suite aux fortes pluies qui ont causé un sinistre, installé la désolation avec son lot de destruction de maisons dans la région de Kaffrine, l'État, à travers la délégation générale à la protection et de la solidarité nationale, est venu sur instruction du président de la République apporter secours et réconfort. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, au lendemain des intempéries qui ont eu pour conséquence une situation de désolation consécutive aux inondations, a non seulement appelé les populations de Kaffrine à la radio, salué, tout le monde a manifesté sa solidarité et sa vive préoccupation. La délégation avait fait un secours d'urgence. Par la suite, il a décidé d'aider ceux dont les maisons ont été endommagées à reconstruire très rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président il écoute et il est au courant de ce qui se passe dans ce pays, il en est sensible. Mais le deuxième message, c'est que c'est un homme qui ne fait pas que parler. Il dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Nous voudrions l'en remercier parce que c'est ça que nous voulons. Face aux populations de Kaffrine, le délégué général à la solidarité nationale Mansour Faye a voulu faire dans la transparence en y associant le gouverneur, les élus locaux, afin que zinc et ciment servent à la reconstruction des maisons détruites. Aujourd'hui, donc, nous avons continué effectivement donc, ce geste, puisque les populations ont subi pas mal de sinistres concernant donc, la destruction donc, de bâtiments, d'effondrement de maisons, etc. Et c'est en ce sens que la délégation générale, effectivement, sur instruction de M. le Président de la République, a mobilisé 100 tonnes de ciment, plus 1000 feuilles de zinc destinées à ces populations-là. Nous allons continuer à faire l'évaluation exhaustive de la situation. L'espoir semble renaître auprès de cette population de Kaffrine qui a reçu l'appui de plusieurs bonnes volontés comme le Premier ministre Aminata Touré, les ministres Khadim Diop et Ali Haïdar ainsi que Ousmane Tanor Dieng et Mme Bintou Ndao et son lot de matériel. Une manière d'appuyer le maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, qui n'a que ses bras pour constater les dégâts. Nous recevons sur ce plateau le ministre Khadim Diop en charge de la restructuration et de l'aménagement des zones inondées. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Il a abondamment plu ces dernières heures. Quelle est la situation au plan national? Au plan national, la situation reste difficile, mais globalement sous contrôle. Comme vous le savez, il est tombé des quantités exceptionnelles au Sénégal. Ça, je pense que tout le monde l'a constaté. Néanmoins, je me réjouis en regardant tout à l'heure l'élément de Kaolack sur un état de fait qui est important. C'est le travail préparatoire qui a été mené. Nous avons reçu, comme je viens de le dire, des quantités de pluie très importantes. Mais si vous voyez bien sur Kaolack, les populations elles-mêmes ont constaté qu'il y a une amélioration par rapport aux années précédentes, simplement parce que nous avons fait un bon travail pré-hivernal. Lorsque j'étais de passage à Kaolack, j'avais constaté malheureusement que la mairie n'a pas pu effectuer le curage comme il faut. Nous l'avons effectué sur les canaux principaux et aujourd'hui le résultat est là. Donc pour en revenir un peu sur la situation,
elle tend à redevenir sous contrôle, puisque 24 heures après les fortes pluies enregistrées la semaine dernière, notamment au niveau du département de Mbour et de Fatick, nous avons eu, et de la région de Fatick, nous avons eu une situation qui tend à devenir à la normale. Mais il y a la coupure de route qui est quand même un travail un peu plus compliqué et qui n'est pas forcément lié au soulagement des populations. Mais ce travail également est bien pris en charge par les ministères en charge des infrastructures et les autres structures qui sont concernées. Mais pour ce qui nous concerne, nous, la gestion et le soulagement des populations, nous avons constaté par exemple hier qu'au niveau de Kermassar, justement, Kermassar est durement frappé. Mais c'est quoi le problème à ce niveau? Au niveau de Kermassar, il y a deux phénomènes. D'abord, il y a le fait que la nouvelle route, dite la route du Précole, a encaissé des quartiers, c'est-à-dire a rendu des quartiers impossibles à gérer en termes de drainage des eaux vers les exutoires. Donc les voies naturelles des eaux ont été bouchées par cette nouvelle route. Donc ce qui fait que lors des dernières pluies, les populations ont eu beaucoup de problèmes à faire sortir leurs eaux. Mais lorsque nous avons constaté la situation, d'abord nous avons fait des études pour pouvoir dans un premier temps créer un réseau qui permette de sortir les eaux de ces quartiers et de les amener vers la mer. Mais comme ces études demandent un peu de temps, nous avons également pris sur nous de mettre à disposition des populations une motopompe de 600 mètres cubes qui a pu hier permettre de résoudre le problème à 90%, et je mets ça entre guillemets parce que ce sont les populations elles-mêmes qui ont dit que le problème est en partie résolu. Évidemment, les eaux restent actuellement dans certaines maisons, mais également nous dotons ces populations d'une motopompe de plus faible débit, mais cette motopompe permettra de sortir les eaux et de les amener vers les rues, et qu'à ce moment-là, c'est la canalisation sommaire que nous venons de mettre en place permet de sortir les eaux. Nous avons également un autre problème par rapport au marigot de Mbao. Comme vous le savez, le marigot de Mbao recueille les eaux de ces différents quartiers de Kermassar, mais également jusqu'au Yembel, etc. Or, ce marigot aujourd'hui reçoit un trop plein d'eau. C'est normal parce que également les quantités qu'il a plu à ce niveau sont très importantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux annoncer aux populations que la difficulté que nous avons constatée au marigot de Mbao est en train de trouver une solution, parce que dès demain, la Sénélec nous promet de poser un poste transformateur qui permettra de mettre en marche une électropompe que la BNSP a mise en place, une électropompe de 1200 mètres cubes, et nous pensons qu'avec ce dispositif-là, le niveau du marigot pourra être baissé, et lorsque le niveau du marigot baisse, les populations pourront continuer à pomper leurs eaux vers ce marigot sans risque que les eaux l'arrivent. Ça c'est pour Dakar et banlieue, mais qu'en est-il de Foundiougne où la situation est assez préoccupante également? Voilà, pour ce qui est de Foundiougne, peut-être que je vais dire d'abord que lorsque les premières pluies sont tombées, nous avions eu des problèmes pour joindre certaines villes avec des camions pompeurs. Ce n'était pas possible. Pour d'autres, nous avons mis à disposition des motopompes. Mais nous avons en plus pris l'initiative d'amener là-bas des engins comme les poquelins pour tracer des sillons. Et lorsque, avant-hier, à la suite des premières pluies, il est tombé encore sur Passy et sur Gilor environ 130 mm, le général des sapeurs-pompiers qui était justement sur place avec le ministre Abdelatif Coulibaly, que je remercie pour son implication, nous a dit qu'aujourd'hui, nuit et les sillons, certainement Gilor allait être rayé de la carte. Pour dire que donc aujourd'hui il y a un travail qui se fait. Donc ces sillons ont permis de drainer les eaux vers l'extérieur des villes. Le pompage continue. De la même manière que ce pompage également a été poursuivi dans ces régions, ces mêmes pompages ont été poursuivis également dans d'autres quartiers de la banlieue. Et je vous informe également qu'aujourd'hui, depuis hier, aujourd'hui et jusqu'à demain, nous menons des actions de création de sillons qui permettent aujourd'hui de manière très satisfaisante de sortir les eaux et de les amener vers les exutoires. Mais il faut constater que le niveau de pluie a fait qu'aujourd'hui, certains exutoires sont presque à leur limite. Les lacs aujourd'hui sont à des limites difficiles, mais nous avons instruit ceux qui sont préposés au pompage de faire un pompage continu pour éviter aux populations tout risque de retour des eaux. Monsieur le ministre, l'idée d'un pompage de la nappe phréatique est agitée. Qu'est-ce qui fait la pertinence d'une telle option? Une telle option est très pertinente, et en cela, le président de la République avait ordonné qu'un projet soit étudié. En fait, ce qui s'est passé dans la banlieue, c'est que dans les années passées, il y a eu une trentaine de forages qui alimentaient un peu une partie de la banlieue. Mais par souci de santé publique, ces forages ont à un moment donné été arrêtés, simplement parce qu'il y avait un taux de nitrate important dans ces eaux qui n'étaient plus donc propres à la consommation. Et ces forages, l'arrêt de ces forages a entraîné que la nappe
affleure, la nappe continue à monter. Et quand vous conjuguez les eaux qui tombent du ciel avec les eaux qui sortent des sols, ça devient compliqué. Dans certains quartiers aujourd'hui, même les fosses septiques ne peuvent pas fonctionner correctement. Maintenant, l'idée aujourd'hui qui sous-tend le projet de M. le Président de la République, c'est donc de reprendre le pompage de ces forages progressivement, évidemment de les traiter pour que maintenant cette consommation soit propre à la culture maraîchère. Et donc d'une pierre, on fera deux coups, les populations seront soulagées des eaux de remontée de la nappe. Et d'une autre manière également, cela permettra donc à la culture urbaine de se développer. Cette culture urbaine occupe une bonne place dans notre stratégie, notamment avec ce que nous avons appelé les trams bleus, qui est la régénérescence des lacs et des mares là où cela peut se faire, mais d'autre part également faire de sorte que la culture urbaine puisse être reprise dans des endroits où cela se pratique naguère. Voilà, une dernière question. Quelles sont les recommandations que vous faites aux populations pour les prochaines heures, parce qu'il risque de pleuvoir à nouveau? Absolument. L'une des premières recommandations, c'est par exemple de bien surveiller l'usage de certains matériels. Par exemple, hier, nous avons appris que, avec regret, le décès d'un habitant de Kermassar qui a été électrocuté simplement parce qu'il utilisait une motopompe électrique qui a explosé. Donc nous déplorons et nous présentons nos sincères condoléances. Juste demander vraiment, lorsque les engins sont de manipulation un peu plus compliqués, de s'en référer à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ou à un technicien qui connaît mieux le fonctionnement de ces engins. Mais également, l'autre recommandation à faire aux populations, c'est vraiment de s'en référer au ministère, de s'en référer à l'ONAS lorsque les stations ne fonctionnent pas bien, parce qu'il arrive que certaines situations nous soient remontées un peu tard, bien que nous ayons des éléments sur le terrain, et de surveiller les pompages au niveau des bassins où ils constatent que les pompages n'ont pas été faits régulièrement, de venir en informer le ministère et d'être un peu patient. Ça, c'est plus difficile à dire parce que c'est plus difficile à faire, parce que nous constatons que lorsqu'une personne est dans les eaux, lorsqu'une personne ne peut pas sortir dans la rue parce que les eaux le bloquent dans sa maison, certainement c'est un peu plus difficile pour cette personne d'être patient, mais communiquer et puis remonter leurs difficultés. Nous sommes là pour chercher à soulager, en sachant que nous ne pourrons pas tout faire en une année, mais nous sommes en train de faire des efforts. Et je pense que les projets qui ont été entamés cette année-ci, et les projets dont le financement ont été entièrement bouclés, ces projets qui se poursuivent, commencent déjà à donner des résultats. Et lorsque tous ces projets auront été finis, déjà dans l'année 1 de cette phase d'urgence, déjà, nous pensons que les populations seront en bonne partie soulagées. Voilà, Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a procédé hier au lancement d'une campagne de reboisement dans la commune de Thiès. Thierno Alassane Sall a également rappelé aux populations les objectifs du gouvernement pour préserver l'environnement et mettre fin aux inondations. Compte rendu signé à Wandiaï. Par ce geste, l'État du Sénégal veut faire de Thiès une ville verte et propre. Le reboisement dans la commune de Thiès et ses environs est une action qui contribue à la régénération de l'environnement. Certains phénomènes climatiques sont causés par la déforestation. C'est en cette période que le reboisement a un sens, puisque la terre est fraîche, et que la terre est humide et que l'eau est disponible. Et qu'il est plus facile donc de faire tenir les arbres. Je voudrais aussi dire que nous avons choisi de venir à Darussalam, parce que nous savons que c'est un des quartiers les plus difficiles. Donc nous préemptions un peu sur les difficultés que nous allions y trouver. Et je disais à ceux qui m'accompagnaient dans la voiture, c'est sûr que certaines populations peuvent trouver à redire à notre action aujourd'hui, parce que voyant peut-être les priorités ailleurs. La saison des pluies est un avantage pour le reboisement. Les problèmes d'inondation seront résolus grâce au plan décennal mis en place par le gouvernement. L'État a fait des actions exceptionnelles, mais comme je l'ai expliqué tantôt, c'est des actions d'urgence que nous allons réaliser cette année. Ce qui a permis de sortir des villes, ou en tout cas de réduire l'impact des inondations. Vous avez entendu plusieurs maires s'en féliciter, dont certains ne sont pas de notre côté. C'est dire donc l'effet important qui a été réalisé cette année. Le plan décennal est une solution contre les inondations. Les quartiers d'Ungent, Darussalam et Sam Paté vont bénéficier de cette opportunité. Les populations, les chefs religieux, les notables de la capitale du rail sont prêts à accompagner le gouvernement pour préserver l'environnement.
Il y a 6 ans, on était passé de taximan à taxi sister, une appellation qui a tendance à disparaître aujourd'hui. Ces dames au volant font rarement partie du décor de la circulation. Que sont-elles devenues? Pourquoi on ne les voit plus? Anne-Marie Gomis est allée à la recherche de ces épouses, de ces femmes. Comme Mama Saro, elles ne sont plus que 5 à être au volant d'un véhicule taxi. Le nombre de Taxi Sister a chuté de 10 à 5. Il y a 6 ans, le projet de Taxi Sister a été lancé, fruit d'un partenariat entre le ministère de la Famille et le groupe CCBM. Le projet a été initié en 2007. C'était pour lutter contre la pauvreté, aider les femmes à participer au développement. La course n'aura pas été longue. Ces dames au volant ont donné un coup de frein à leur véhicule, songeant ainsi cette mixité qui commençait à caractériser le métier de conducteur de taxi, et leurs collègues hommes se souviennent. On savait que ça n'allait pas aboutir. Elles peuvent évoluer ailleurs, mais pas dans ce métier. Ce métier n'est pas fait pour les femmes. C'est très dur. En plus, il y a beaucoup de paramètres à maîtriser. L'insécurité, par exemple. Ceux-là qui les ont admirés ou qui ont eu la chance d'être conduits par ces dames sont pourtant satisfaits de leurs prestations. Je prends toujours le taxi de femmes parce que c'est plus sûr pour moi. Le concept me parle, le concept me plaît. Je me sens plus à l'aise. Oui, je me sens, il y a un dialogue qui s'installe et puis on fait automatiquement plus confiance à une femme. Ça ne veut pas dire que les hommes sont dangereux ni quoi que ce soit. Pourtant, la disparition des 5 sisters n'est pas liée aux rigueurs du métier. Les raisons sont à chercher ailleurs pour la moitié du peloton qui est parti. Il y a une qui n'est pas là, elle est en Italie. Il y a l'autre qui travaille maintenant à USAID comme chauffeur. Il y a une encore qui travaille Croix-Rouge comme chauffeur. Donc, le reste, elles sont toujours à l'hôtel. Les concessionnaires, eux, évoquent des raisons économiques et une mauvaise volonté. Jusqu'à présent, les taxis sont entre les mains des femmes, mais elles ne remboursent plus. Donc le projet, malheureusement, n'a pas connu le succès qu'on espérait. Du fait que ces femmes devaient normalement rembourser et pour permettre à d'autres femmes de pouvoir bénéficier de ce projet. Les modalités de paiement, c'était 8 000 francs par jour, jusqu'à pour une période de 4 ans. Au moment où je vous parle, ces femmes courent toujours avec notre argent et nos taxis. En toute logique, en cas de perte d'emploi, les esprits se tournent vers les syndicats. Mais dans le cas de ces taxi sisters, les syndicalistes étaient laissés sur le trottoir, mais ils ne sont pas surpris. L'idée était bonne, parce que cela entre dans le cadre de la création d'emplois. Et que même là où le bas blesse, c'est que ce sont des travailleuses qui n'ont pas été préparées à la tâche. Où sont-elles? Que sont-elles devenues? Voici un début de réponse par l'image. Ces véhicules complètement endommagés. Parmi les rescapés de ce projet presque mort-né, Mama Saro et Amidiaï restent encore des passionnés du volant. Ça fait 6 ans qu'on travaille, on nous encourage, on nous félicite, mais pas de problème. Je verse tous les jours 15 000 francs. Au début, ça va, c'était mieux. Là, vous pouvez faire une recette de 500 000 francs par mois, voilà. Mais maintenant, c'est trop calme, il n'y a rien. Malgré les difficultés du métier, ces 5 dames continuent de sillonner les artères de la capitale à la recherche de clients et gardent toujours espoir. Oui, jusqu'à trouver une 4x4 taxi. Oui. Aujourd'hui, on a fait 6 ans, alhamdoulilah, Dieu merci, on est bien. Voilà, ça va quoi. Voilà, ça va quoi, on est contente, moi je suis contente et je suis fière. Et j'adore ce métier aussi. Vous êtes où? À l'hôtel? Bon d'accord, moi je suis en route comme ça. Merci beaucoup. Avec elle, le projet de Taxi Sister résistera-t-il? Et pour combien de temps? Pour les usagers, si. Pour les taximans, non. Pour les initiateurs, certainement pas. En tout cas, ça a été une expérience parmi tant d'autres. Des nouvelles du pèlerinage chrétien Messa Taïbé, dernier acte à Jérusalem. Dans leur démarche de foi et de solidarité, les pèlerins de la foi se sont rendus à Taïbé. C'est dans ce petit village que Jésus s'était rendu après avoir ressuscité Lazare. Une messe entièrement chantée en arabe a émerveillé les pèlerins. François Sec. Marie et la Judée à quelques
là, Taïbé. Cette petite ville palestinienne de Cisjordanie surplombe la vallée du Jourdain. Chaleureuse et historique, Taïbé est une exception en Terre Sainte. Nous sommes arabes et palestiniens et chrétiens et catholiques en même temps. Et ça fait partie de notre identité. Vous savez, vous pensez que tous les arabes sont des musulmans. Et ce n'est pas vrai. La preuve que nous sommes arabes et chrétiens en même temps et palestiniens et nous ne sommes pas du tout des terroristes. Et en Terre Sainte, il y a aussi des arabes palestiniens qui prient en arabe. C'est dans cette ville que Jésus-Christ s'est retiré quelque temps avec ses disciples après la résurrection de Lazare. Ces 1500 habitants sont tous chrétiens et les pèlerins sénégalais n'ont pas hésité à communier avec eux. L'église Saint-Georges était devenue trop exiguë. La messe était où? C'était une très belle messe. C'était la première fois que j'entends des gens, une chorale chanter en arabe. Je croyais que c'était seulement les musulmans qui récitaient leur Coran en arabe, mais j'étais vraiment émue de voir qu'il y a des catholiques ici qui chantent en arabe. Ça a été une surprise de voir en terre d'Israël une communauté palestinienne totalement chrétienne. Je n'ai jamais vu ça ailleurs, des danses arabes. Et ils nous ont invités à participer et ça a été un moment de communion entre chrétiens arabes et chrétiens du Sénégal. Nous disons à ceux qui sont venus merci beaucoup. Donc c'est mon premier appel, venez, n'ayez pas peur de venir. Dites aux autres de venir, venez en grand nombre et ne nous laissez pas seuls. Et puis le deuxième appel, de prier pour la paix en Terre Sainte et à Jérusalem. Dernier acte des pèlerins sénégalais à Jérusalem. Ils vont s'envoler pour Lourdes, dernière étape du pèlerinage 2013. Un pèlerinage, 21 jours d'intenses moments de prière et d'activité pour les 450 pèlerins qui doivent bien accomplir cette démarche de foi. Une bonne prise en charge médicale s'avère nécessaire. Cette année, le ministère de la Santé a pris toutes les dispositions pour garantir une bonne couverture médicale avec des médicaments offerts gratuitement aux pèlerins malades. François Seck. Pèlerinage 2013, un important dispositif médical a été mis en place par le ministère de la Santé. 3 médecins, 7 paramédicaux ont été déployés avec des missions bien précises. Un volet préventif et un volet curatif. Nous portons l'accent sur le volet préventif parce que nous estimons que si les pèlerins disposent des termes hygiéno-diététiques leur permettant de préserver leur état de santé, nous pensons que cela peut les aider. L'autre aspect, c'est la prise en charge curative. Après la 3e étape, le bilan est plutôt satisfaisant et les pathologies les plus fréquentes sont des syndromes grippaux, des maladies parce que nous estimons que si les pèlerins disposent des termes hygiéno-diététiques leur permettant de préserver leur état de santé, nous pensons que cela peut les aider. L'autre aspect, c'est la prise en charge curative. Après la 3e étape, le bilan est plutôt satisfaisant et les pathologies les plus fréquentes sont des syndromes grippaux, des maladies pour la plupart digestives, puisqu'il y a un écart de régime qui se crée dès lors que la personne quitte son pays pour adopter des menus qui sont différents des menus qu'il connaît. L'étape la plus difficile reste de la Terre Sainte, c'est à Jérusalem. Et le plus sentir à cause de la chaleur et de la marche. Cette année, 2 pèlerins ont été acheminés dans les structures hospitalières. Ça s'est passé à Jérusalem. La première, c'est une évacuation qui s'est déroulée chez une personne qui est rentrée à l'hôtel. Pour la deuxième, elle demeure hospitalisée à l'hôpital Adassa El-Karem. Pour assurer un suivi de qualité, une antenne médicale est organisée tous les soirs. Les pèlerins apprécient. Une structure médicale très disponible, attentive aux besoins des pèlerins, sensible
besoins et aux attentes des pèlerins, particulièrement les plus malades. L'équipe a été vraiment à cheval sur tous les événements. La réaction est tellement prompte que je suis épatée parfois de voir les réactions devant certaines situations parce que j'ai été témoin de certaines situations. En attendant l'étape de Lourdes, les pèlerins de la foi continuent de suivre les conseils des médecins pour terminer en beauté et en bonne santé ce pèlerinage 2013. Journée particulière ce samedi 7 novembre à Rome et partout dans le monde. C'est suite à l'appel de Pape François aux fidèles chrétiens à jeûner et à prier pour la paix dans le monde. À l'image de la communauté internationale, les fidèles ont satisfait à la demande au menu de célébration eucharistique et de prière pour clôturer. Philomène Constance Diagne. Des louanges pour acclamer le Seigneur et implorer sa miséricorde. Des prières à l'intention du monde entier, mais particulièrement pour éviter la guerre en Syrie. Après une journée de jeûne et de communion, les fidèles chrétiens gardent plus d'espoir. Ça nous a permis de comprendre qu'il faut vraiment le commandement de Jésus d'aimer notre frère, parce que les Syriens, ce sont nos frères. C'est une seule église. Alors donc, s'ils sont en peine, nous aussi, on est en peine. Étant jeune, ça me donne d'avoir une conscience positive par rapport à la paix. J'ai retenu que la paix aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de guerre. Quelque chose qui se passe d'abord dans notre cœur de base. Ça va porter du fruit, car Dieu est fort. Il est grand, il est tout-puissant. Et on trouve la paix dans le jeûne, dans la prière. Et vous voyez, l'église était pleine. Ici, comme au martyr de l'Ouganda, les gens ont jeûné, ils ont prié, on a demandé la paix. Dans nos cœurs d'abord, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Durant cette journée consacrée à la paix en Syrie, encore appelée le Syria Day, les enseignements ont été plus axés sur la paix dans le cœur de tout un chacun. Le premier lieu de la paix, c'est d'abord nos cœurs. Et quand nous faisons ce constat, nous voyons qu'au-delà des guerres, nous avons aussi de petites guerres, entre guillemets, au sein de nos communautés et même dans notre cœur. À partir de ce constat, nous nous sommes posé la question de savoir quels sont les ancrages, quels sont les fondements chrétiens, les ancrages en tout cas théologiques qui nous permettent aujourd'hui que la paix est une valeur. Cet appel papal intervient dans un contexte dès lors la communauté internationale est appelée à travailler pour un monde plus vrai. Ce que nous voyons, c'est que toutes les guerres sont souvent des guerres politiques, des guerres basées sur l'économie, de guerre, des guerres basées sur des intérêts, des guerres basées sur la religion. Et tout cela, je crois qu'il y a un commencement de manque de vérité. Dieu rêve que dans tous les pays, l'Égypte, où des citoyens s'opposent les uns contre les autres, rêve que tous cessent de les uns vers les autres. Ça, à travers l'activiste le Syria a dû le chant hier les deux du monde et le Sénégal n'a pas été. Le contexte international pour de menaces avec les efforts diplomatiques après Laurent Fabius, le chef de la diplomatie américaine, a rencontré les alliés arabes pour les convaincre du mérite des frappes en Syrie. John Kerry s'intensifie avant une semaine décisive. Après Laurent Fabius, le chef de la diplomatie américaine a rencontré ses homologues saoudiens et égyptiens, ainsi que des représentants de la Ligue arabe, dimanche à Paris, avant de gagner Londres. Un calendrier chargé pour convaincre un maximum de pays du mérite des frappes contre le régime syrien. Depuis près de 100 ans, le monde a banni l'usage des armes chimiques. En temps de guerre, les seules personnes à les avoir utilisées sont Adolf Hitler et Saddam Hussein, jusqu'à Bachar el-Assad. C'est notre Munich à nous, a ajouté John Kerry en français.
Washington doit aussi convaincre une opinion américaine hostile à une intervention militaire en Syrie. Les responsables de l'administration Obama affirment qu'ils ont de nombreuses raisons de croire que ces images, diffusées en boucle par CNN, montrent bien des victimes de l'attaque chimique du Des images difficiles qui visent à renforcer le sentiment d'urgence. Le Congrès américain fait sa rentrée lundi et devrait voter sur le principe d'une intervention militaire en Syrie dans les jours qui viennent. Le rapport des experts des Nations Unies sur l'usage d'armes chimiques est lui aussi attendu prochainement. Les gouvernements qui représentent 98% de la population mondiale ont banni l'usage des armes chimiques pour une bonne raison. Ces armes entraînent la mort et la destruction sans discrimination et de manière peuvent tomber dans les mains de groupes terroristes qui veulent nous faire du mal. Tant que les États-Unis se préparent à la guerre, le pape François appelle à la paix. Face à la foule rassemblée dimanche matin devant le Vatican, il s'est opposé à ce qu'il estime être une guerre commerciale servant à vendre des armes et a appelé les chrétiens à dire non à la violence sous toutes les formes, à la prolifération des armes et à leur commerce illégal. C'est sur une note sportive que se termine ce journal. Sénégal-Ouganda, match joué hier et comptant pour les préliminaires de la qualification au Mondial 2014 au Brésil. Le Sénégal a défait l'Ouganda par 1-0. Des réactions après la rencontre qui a eu lieu au Maroc sont interrogées par Ibrahim Boupa. C'est sûr qu'on vient de l'évoquer. L'équipe, je dis même pas que j'aurais souhaité que ça soit mieux, parce que l'équipe est capable de mieux. Elle peut sortir un jeu plus posé, plus structuré que ça a été le cas. Après, à l'évocation d'un cas particulier, vous parlez de Stéphane Badji, mais comme d'autres joueurs, pouvaient ce soir espérer être sur le terrain. Le groupe le sait, tout le monde le sait, je le sais. C'est pas pour rien si lors du match amical contre la Zambie, j'ai pu aligner deux équipes lors de chaque mi-temps. C'est le potentiel de cette équipe-là. Donc effectivement, ça crée des situations qui ne sont pas faciles, pas aisées pour le coach. Mais jusqu'à preuve du contraire, on joue toujours à 11 au football. Et quand on en a 23 de qualité, il faut malheureusement faire des choix pour ceux qui ne jouent pas. Sur la qualification, c'est une grande satisfaction. C'est vrai qu'on était venu chercher cette victoire et aujourd'hui on l'a. Maintenant, comme il a dit le coach, ça commence à être un peu fatigant parce que ça fait déjà quelques matchs que c'est comme ça qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à se libérer sur le terrain, alors qu'on sait qu'il y a une qualité dans ce groupe, mais je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à se libérer. Il faut attendre qu'il y ait soit un but, soit qu'on encaisse un but pour qu'on voit les gens se libérer. Et c'est vrai que ça devient fatigant. Maintenant, c'est un problème qui n'est pas forcément facile à résoudre. Maintenant, mais il faudra qu'on travaille là-dessus. C'est-à-dire, on a vu que Marrakech vous réussit. Votre première sélection, vous l'avez entraînée ici. En mai 2012, vous aviez fait une passe décisive à Konaté. Là, vous revenez et vous marquez un but. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça fait plaisir. Ce soir, on est fiers de l'équipe nationale parce que c'était un match décisif. En plus, au début, j'étais déclaré forfait. Mais bon, comme je voulais vraiment jouer ce match, les médecins m'ont dit que et ça m'a fait mal. Mais bon, j'ai parlé avec le capitaine et on a décidé que je et ça au dernier moment. On vous a vu sortir en fait. Est-ce que la blessure s'est réveillée? Non, c'était seulement une gêne. Mais bon, il y a rien de dangereux. Donc c'était seulement pour préserver. Non, il n'y avait pas. On savait pas la tenir, défendre. On était un peu mou. Henri, on a vu que c'est votre premier match officiel avec les Lions. Comment évaluez-vous votre prestation? Un peu. On va dire qu'il y a eu du bon et il y a eu aussi du mauvais. Donc il faudra travailler encore. C'était vraiment un niveau encore plus supérieur. Donc il faut vraiment tirer un gros coup de chapeau à l'effectif parce que je pense qu'on a fait un match solide. Même si on était un peu. S'il fallait vraiment attaquer, comme il ne fallait que. Donc on était un peu timoré.
deuxième mi-temps, ça s'est mieux déroulé, on a eu plus d'occasions. Donc voilà, on a gagné, donc je pense que c'est le plus important. J'aurais bien aimé pouvoir leur tendre le prime, mais ils vont encore attendre parce que tout n'est pas bouclé. Et vraiment, il nous reste 2 matchs. C'est un appel de lance aux autorités, au peuple sénégalais, aux sponsors, et aussi, je pense, au président de la République qui est toujours prêt à accompagner quand même le sport pour qu'on nous aide à franchir ce pas, parce que cette équipe le mérite, qu'on puisse le régler très vite les primes de ce match-là. Comme il faut sur ces 2 matchs à venir, parce que ce n'est pas donné à n'importe quel pays de pouvoir prétendre à aller en Coupe du Monde au Brésil. C'est dans la nuit du samedi au dimanche à 3h45 du matin que le chef de l'État est rentré à Dakar en provenance de Nice, où il a pris part à la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie sur invitation de son homologue français François Hollande. Auparavant, le président Macky Sall a participé au sommet du G20 à Saint-Pétersbourg, en Russie. À son arrivée hier soir, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. C'est bon. Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt sur cette antenne. Au revoir.